Ici, on choisit une seringue de dimension adéquate. On désadapte le piston de la seringue, on fixe l'embout de la seringue à la sonde, on introduit la quantité de lait nécessaire dans la seringue, on tient verticalement le corps de la seringue au-dessus du niveau de l'estomac du nouveau-né et on laisse couler le lait par gravité. Mais il faut vraiment une surveillance, il faut rester à côté parce que juste par un faux geste, là, on ne maîtrise pas, avec ces techniques, on ne maîtrise pas vraiment la quantité de lait qui rentre. Pour éviter aussi des fausses routes, il faut vraiment rester à côté et surveiller. La méthode du pouce seringue électrique, ici, on prend une seringue de 50 à 60 cc qu'on va introduire, dans laquelle on va introduire la quantité de lait nécessaire. On fixe la tubulure à l'embout de la seringue et on puge après. On adapte la tubulure à la sonde orogastrique et on règle le débit d'alimentation horaire. L'alimentation entérale va se faire de préférence avec le lait maternel. On connaît tous les propriétés du lait maternel. On sait qu'il est riche en protéines, en facteurs immunologiques, facteurs de croissance, en triglycérides à chaîne moyenne, oligosaccharides. Et aussi, le lait maternel va permettre un meilleur développement cognitif. Il améliore aussi le lien entre la mère et le bébé. Sur le plan nutritionnel, le lait maternel, il est moins riche en caséine, ce qui va permettre une meilleure absorption et une accélération de la vidange gastrique. Aussi, le lait maternel, le lactose du lait maternel est bien absorbé. Il est aussi riche en acides gras polyinsaturés à chaîne longue et il contient également de la lipase qui facilite l'absorption des graisses. Sur le plan gastro-intestinal, le lait maternel contient des facteurs de croissance qui vont assurer une bonne maturation intestinale, qui vont diminuer la survenue d'entérocolites ulcéronécrosantes. Également, ils contiennent des facteurs immunologiques, neurodéveloppementaux. Ils auront aussi un effet psychologique qui améliore le lien entre la mère et l'enfant. On peut aussi alimenter le nouveau-né avec le lait féminin, les laits des lactariums, les laits maternels ou féminins enrichis, les laits artificiels. Il y a aussi des laits spéciaux en fonction de l'indication. Maintenant, à quel rythme alimenter le nouveau-né? Il faut augmenter la ration de lait en fonction de la ration initiale et l'augmentation se fait de façon quotidienne, de jour en jour, en fonction de la tolérance alimentaire du nouveau-né jusqu'à atteindre la ration complète en lait. Donc, par exemple, pour un nouveau-né qui fait dans les 1500 à 1750 grammes, on va commencer avec 8 ml 5 fois par jour. Ceci constitue son MEF, son minimal enteral feeding. Et on augmente la ration de façon progressive. Maintenant, si les nouveaux-nés sont sous photothérapie, il faut savoir qu'on peut augmenter davantage les apports hydriques de 10 à 15 ml kg par jour. En mode entéral, c'est-à-dire par la sonde, on peut faire soit en mode continu ou discontinu. Si c'est au pouce seringue électrique, on fait en mode continu, 1 heure sur 3 ou 2 heures sur 3. Et si c'est en mode discontinu, c'est par méthode de gavage. On peut faire toutes les 2 heures ou alors alimenter toutes les 3 heures de temps. Et bien sûr, il y a une surveillance qui va avec, notamment la tolérance. Il faut apprécier les régurgitations, les vomissements. Si l'enfant présente une distension abdominale, s'il y a des résidus, il faut apprécier l'aspect, le volume des résidus. Est-ce que le transit est efficace? Est-ce que l'enfant présente des malaises ou des inconforts lors de l'alimentation ou même après avoir alimenté? La tolérance respiratoire hémodynamique aussi sont des paramètres à apprécier. Le plus important aussi, c'est le gain pondéral. Le nouveau-né est censé prendre 15 à 20 grammes kilo par jour sous alimentation entérale. Si des résidus sont présents, on apprécie la quantité et l'aspect. Si la quantité est au-dessus de 10% du repas précédent et que les résidus sont propres, on continue l'alimentation entérale, on surveille juste les résidus. Par contre, si les résidus sont sales, et l'enfant présente une distension abdominale avec une sensibilité, c'est une indication directe pour faire l'ASP. Si on fait l'ASP et qu'il revient normal, on peut sauter un repas et lors du prochain repas, on administre la moitié de la ration. Si l'ASP est anormal, d'emblée, on arrête l'alimentation. Maintenant, si les résidus sont franchement anormaux, on apprécie la distension abdominale, la circulation collatérale et s'il y a une sensibilité à la palpation,
d'emblée, on arrête l'alimentation entérale et on augmente les apports par voie parentérale. Il peut présenter aussi lors de la nutrition entérale des complications. Ces complications sont liées aussi d'insertion de la sonde. On peut avoir des érosions nasales, on peut avoir des malpositions de la sonde, on peut aussi avoir des nouveaux-nés sous alimentation entérale par la sonde qui présentent des reflux. C'est très fréquent. Aussi des fausses routes. Et c'est des enfants, c'est des nouveaux-nés qui peuvent présenter des troubles de l'oralité et de l'appétence. Maintenant, les complications dues à l'alimentation elle-même, l'enfant peut présenter des diarrhées, il peut présenter des entérocolites ulcéro-nécrosantes. Enfin, on va passer à la nutrition orale. Comment ça se fait? Cela se fait à travers, il y a plusieurs techniques, mais on va commencer par le biberon. Le biberon, on peut commencer dès que l'enfant a 34 semaines d'aménorrhée, lorsqu'il est déjà autonome, il est à l'aise, lorsqu'il ne présente pas il a une autonomie de la succion. Mais il faut savoir que si la tétine est utilisée à la longue, elle rend le nouveau-né paresseux. Ce qui fait qu'il va préférer la tétine par rapport au sein. Donc, de moins en moins, on indique l'utilisation de biberons dans les unités de néonatologie. Également pour les enfants qui présentent des malformations telles que les fentes labiopalatines, le syndrome de Pierre-Robin, il y a des tétines spéciales qui sont adaptées. C'est ça sur le schéma-là. Il y a des tétines spéciales, des biberons spéciaux qui sont adaptés pour ces enfants. On peut aussi alimenter à la seringue. C'est chez des nouveaux-nés qui ont déjà une autonomie avec une bonne succion. On met l'embout de la seringue. Le nouveau-né, vu que la coordination déglutition-respiration est déjà assurée, l'enfant va juste il va juste sucer le bout de la seringue, ce qui va faire entrer le lait dans la bouche. L'alimentation peut aussi se faire à la tasse après les 33 semaines d'aménorrhée et ça permet d'assurer une bonne transition entre la sonde et le sein. C'est ce qui est recommandé par l'OMS plutôt que l'utilisation des biberons. Aussi, lorsque après l'alimentation par le sein, l'enfant n'est pas satisfait, l'appétence, l'enfant n'est pas rassasié, on peut rajouter un peu avec la tasse. Ceci prépare aussi le retour à domicile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un peu de lait à moitié, on remplit la tasse à moitié, on rapproche de la lèvre du nouveau-né, on incline la tasse pour que le lait remonte jusque vers le bord et dès que ça touche la lèvre du nouveau-né, il va laper le contenu en même temps. Il faut éviter, mais surtout éviter de verser le lait dans la bouche du bébé. L'alimentation par la cuillère est aussi possible, tout comme l'alimentation par la tasse, elle permet une transition entre la sonde et le sein et facilite le retour à domicile. C'est la même technique presque. On remplit la cuillère de lait. Généralement, c'est des biberons avec des cuillères à l'embout. On rapproche la cuillère de la bouche du bébé. On incline la cuillère pour que le lait vienne toucher les lèvres du bébé qui, de son côté, va laper et ça va permettre de faire entrer le contenu dans sa bouche de façon progressive. Toujours éviter de ne pas verser le lait dans la bouche du bébé au risque d'entraîner des fausses routes. Il y a d'autres dispositifs qui peuvent être d'autres dispositifs pour administrer le lait par voie orale, notamment les dispositifs d'aide à l'allaitement. Donc, ceux-ci sont utilisés pour les nouveaux-nés qui ont déjà atteint les 34 semaines et en continuation à l'allaitement si celle-ci présente des difficultés, notamment si chez des mamans chez qui on retrouve des retards de montée laiteuse, chez des mamans qui ne produisent pas suffisamment le lait, chez les prématurés avec une mauvaise prise pondérale, chez des nouveaux-nés chez qui les mamans sont absentes. Et il faut également une très bonne hygiène pour éviter de contaminer l'enfant. Et aussi, elle permet d'éviter l'emploi des tétines. Il y a des dispositifs qui sont déjà prêts à l'emploi. Il y a des dispositifs qu'on peut adapter soi-même. Par exemple, si on prend une sonde nasogastrique, on va couper l'embout, on va fixer l'extrémité proximale au niveau du mamelon et fixer l'extrémité distale au niveau de la tasse où se
où se trouve le lait. Donc, on introduit l'extrémité distale dans le contenant, la tasse ou le biberon, et on met le bébé au sein par des phénomènes